Bonjour chers auditeurs, heureux de vous retrouver avec Françoise et Bernard. Bonjour Axel. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et bonjour à tous et à toutes. Et ben voilà, nous vous rejoignons dans cette période estivale. Nous sommes heureux de vous rejoindre avec la grande vague de Kanagawa. Cette île qui est entre Tokyo et le mont Fuji. Une grande vague que vous connaissez, l'estampe mondialement connue, cette grande vague bleue avec ses crochets qui redescendent sur quelques frêles barques. Donc Okuzai, il est né au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, et c'est une vague, il a 70 ans, on dirait pas du tout... on dirait l'estampe d'un jeune homme. C'est un peintre qui a 70 ans, qui meurra après de 90 ans d'ailleurs. C'est une vague de 1830. Voilà. Une époque de ce qu'on appelle l'époque Endo, un empire japonais complètement fermé sur lui-même, mais dont les estampes vont un petit peu circuler en Europe et qui vont bouleverser Monet, Degas et particulièrement Van Gogh. Voilà. Et Hergé. Pardon ? Et Hergé. Et Hergé, oui. Hergé, tu peux le dire pour les néophytes. Alors, pour Tintin. Oui, Tintin, c'est vraiment l'inventeur de la bande dessinée avec le manga. Voilà. Ouais. Alors, Françoise, décrivez-nous cette belle vague. Cette vague, pour moi, elle est vivante, elle est fascinante. Elle représente la force. Les contours du dessin, ils sont teintés. Je trouve un bleu de Prusse extraordinaire dans le creux de la vague, avec des stries d'un bleu pastel plutôt, et qui rejette l'écume, toute l'écume, comme des crochets. En fait, cette vague va engloutir des barques, on aperçoit des barques, et je dirais que le ciel jaune d'ocre, qui descend, en fait, l'artiste a voulu, juste derrière le mont Fuji, faire un gris clair qui est beaucoup plus, qui nous fait ressortir le mont Fuji. On aperçoit les barques et on se rend compte que à chaque opération, la crête des vagues, l'écume, reste vraiment avec une force. Alors, il y a le génie de faire une pose sur image, ce qui n'était pas possible à son œil, puis on n'avait pas la photographie à l'époque. Donc il a vraiment imaginé ce que pouvait être cette vague en suspens. En effet, vous disiez, on voit bien le creux de la vague, cette vague qui reprend souffle comme pour se déchaîner sur ces trois pauvres frêles barques, avec des rameurs qui sont aussi d'un bleu qui se fond déjà avec la mer et qui sont blottis les uns contre les autres. Ils font corps pour affronter cette tempête. Et puis cette vague qui sont comme des crochets, comme une main de dragon, qui peut symboliser bien sûr les forces du mal auxquelles ces marins sont confrontés. Donc on est en ce temps de suspension, c'est ça qui va fasciner, c'est qu'on a même l'écume, la très moussue, qui est en suspension dans l'air, hein, et ça c'était un jamais vu à l'époque. Donc Françoise parlait de force, moi je parlerais de force brute, presque de force animale, et ça nous amène à la religion japonaise, le shintoïsme, qui est fondé sur l'adoration des esprits qui représentent des lieux ou qui représentent des éléments naturels, des forces naturelles, comme le vent, la mer. Et là, on a vraiment ces deux éléments dans cette estampe, hein, avec le mont Fuji. C'est le lieu sacré par excellence pour les Japonais. Et puis la mer, bien sûr, hein, quand on voit le Japon, où il est situé, la mer est vraiment l'élément essentiel avec les forêts. Je vous renvoie à deux films de Miyazaki, deux dessins animés de Miyazaki, Princesse Mononoke et Le Voyage de Chihiro. Et une fois qu'on a vu ces deux dessins animés, on a tout compris justement du shintoïsme. Très bien. Merci Bernard. Je vous invite à les regarder. Donc on peut rajouter aussi qu'il y a eu au 8e siècle l'introduction du bouddhisme,
Et les kami, ce sont les esprits justement qui désignent des lieux ou des forces, deviennent alors des divinités qui sont soumises au cycle de naissance et de renaissance. Donc on a une sorte de syncrétisme entre le shintoïsme et le bouddhisme. Ectoplasme. Oui, quelque chose aussi dans la grande vague de Kanagawa, rappeler qu'elle fait partie d'une des 36 vues du mont Fuji, il en fera même 10 supplémentaires, donc dans l'époque 1830. Et il y a toujours, alors on a des rapprochés, des zooms sur la vie aussi de ces Japonais à l'époque du 19e siècle. Il y a voilà, on entre vraiment dans l'intimité des Japonais et toujours, alors soit plus près, soit plus au loin, soit seul, toujours ce mont Fuji qui dit la présence du divin, tant dans cette estampe, dans cette vague si connue, que dans toutes les estampes de Kusai, qui se faisait d'ailleurs appeler, qui va pas tarder à se faire appeler à cette époque un nom extraordinaire qui changeait, il a changé 120 fois de nom, de pseudonyme. Et Kusai, c'est justement cette période bouddhiste et hindouiste que tu rappelais, où il prend ça veut dire l'étoile polaire, dans le mot Kusai, ou près de l'étoile, et puis il va s'appeler vieux fou de dessin, va-t-il signer son testament de ce nom incroyable, et où il rêve de vivre jusqu'à 110 ans pour représenter de plus en plus jusqu'au moindre point, jusqu'à la moindre ligne, qu'il soit vivant, dit-il dans son testament. À 100 ans, je serai décidément parvenu à un degré de merveille, et quand j'aurai 110 ans, chez moi, soit un point, soit une ligne, tout sera vivant. Et je suis bouleversé de cette quête du mystère de la vie par ce peintre qui a peint, on dit, jusqu'à 30 000 dessins de son vivant. Merci à vous deux. Merci. Merci Rosane, merci Bernard, merci Valérie. Et merci Valérie.